Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du JT hebdomadaire du MAG Marseillais et dans l'actualité de ce mercredi 9 décembre. Tous les commerces ont pu rouvrir la semaine dernière, notamment les coiffeurs qui doivent respecter un protocole sanitaire strict. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux dans le 10e arrondissement de Marseille. Dans ce JT également, le lancement du marché aux santons de Marseille. Une vingtaine de santonniers ont pu exposer leur stand sur les quais du Vieux-Port. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, a inauguré cette 218e édition. Dans ce JT également, le portrait de Stéphane Campana, santonnier par passion depuis toujours. Il nous a reçus dans son atelier à Aubagne. Vous êtes beaucoup pendant le confinement, vous êtes coupé les cheveux tout seul. Et le moins que l'on puisse dire, ce n'était pas réussi pour tout le monde. Mais depuis une semaine, les salons de coiffure ont pu rouvrir en respectant un protocole sanitaire renforcé. Illustration dans ce salon de coiffure à Pont-de-Vivo avec le Cabrousse. Coiffer des masques toute la journée sans voir le visage, on a perdu aussi nos repères. Dans ce salon du 10e arrondissement, après plus de 3 semaines de confinement, Gisèle a pu rouvrir son salon de coiffure. Considéré comme commerce non essentiel, la pilule a du mal à passer pour la propriétaire. Oui, beaucoup d'injustice, je dirais presque du mépris, voilà, envers nous les petits commerçants. Les soi-disant inutiles, voilà, ou pas essentiels, enfin je sais plus, on nous a donné tellement de noms. Quand on voyait de toute façon ce qui se passait dans les grandes surfaces, pour ne citer qu'elles, et puis dans d'autres domaines, effectivement il y avait du monde partout, alors on s'est vraiment posé la question si vraiment de toute façon on n'était pas, enfin je sais pas si c'était pas injuste de nous faire fermer à nous aussi, quoi. Le mois de décembre est particulièrement chargé pour les coiffeurs. Depuis le premier confinement, la propriétaire du salon a mis en place cette pièce. Objectif, isoler les personnes les plus exposées au virus. Ravis, les clients de ce petit salon retrouvent leur coiffeur. C'était vital. Je préfère venir chez le coiffeur avec le masque que continuer à en être privé. Je pense qu'il y en avait besoin. Pour tout le monde. Impacté durement par la crise, lors du premier confinement, Gisèle a souscrit à un prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, le salon de coiffure revoit le taux de fréquentation repartir à la hausse. À l'approche de Noël, les clients se font tout beau pour laisser l'année 2020 définitivement derrière eux. Malgré la crise sanitaire qui nous touche depuis mars dernier, l'esprit de Noël est bien là. Samedi dernier s'est lancée la 218e édition du marché aux santons à Marseille. On retrouve d'ailleurs Lucas Brousse qui est sur place. Lucas, une personnalité politique, est venu lancer cette nouvelle édition. En effet, Enzo, la maire de Marseille, était présente ici même aux côtés de son premier adjoint Benoît Payan. Après avoir discuté avec plusieurs santonniers, Michèle Rubirola a rappelé l'importance des traditions provençales. Écoutez. Je suis très attachée à la culture provençale et marseillaise, de toute façon, et moi je fais la crèche chez moi. Pourtant il n'y a pas histoire de religion derrière, puisque moi il y a le curé, il y a le maire, et il y a tous ces santons, toutes ces figurines de la vie provençale ancienne, et puis petit à petit, on va dire moderne, habillée traditionnellement, mais moderne, et chaque année je viens enrichir ma crèche d'un santon. Et en ce week-end du Téléthon, la maire de Marseille a également rencontré les bénéficiaires et les bénévoles de l'association qui œuvrent, on le rappelle, pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Michèle Rubirola, médecin de profession, se dit très attaché à cet événement caritatif. J'ai toujours soutenu la recherche indépendante, la recherche qui doit bénéficier de financement parce que c'est quelque chose pour lequel l'État devrait s'investir à fond. Et là, malheureusement, il y a eu beaucoup, comme dans beaucoup de cas, il a fallu avoir recours aux associations pour pousser la recherche et pour aider la recherche. Donc moi, je soutiens tous ceux qui se sont investis au sein de cette association, qui ont permis des grandes avancées et de permettre aussi à voir le sourire sur les malades, parce qu'on a beaucoup d'espoir dans ces avancées médicales. Enfin Enzo, les santonniers, eux, se disent rassurés, un temps annulé. La foire aux santons s'est bien ouverte ce samedi ici même sur le Vieux-Port. Voici le reportage que nous avons réalisé il y a quelques minutes avec Paul Roch Bruneton. Ambiance festive à Marseille. Ici, en Provence, la crèche de Noël est une tradition. Durement fragilisée par la crise sanitaire, Gérard, artisan santonnier,
s'enthousiaste à l'idée de revoir ses habitués. Bon, c'est vrai qu'avec les masques, c'est moins convivial, hein, mais ça va. Pour l'instant, on tient le coup. Mais c'est vrai que les masques, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, les gens sont quand même contents de nous voir, même s'il y a moins de centeniers installés. C'est essentiel, ça va être là. Voilà. Respecter les fêtes de Noël. Encadré par un périmètre de sécurité, un filtrage à l'entrée contrôle le nombre de personnes présentes. Quelques centaines de curieux ont pu retrouver les traditionnelles crèches provençales, comme cette touriste italienne. Bien sûr, je suis très contente de venir au marché de Noël et de voir des santons aussi beaux. Nous avons attendu cela avec impatience. Je respecte beaucoup les traditions de Noël. Il y a une très bonne atmosphère et c'est plutôt calme malgré la manifestation sur la Canebière. Malgré les contraintes sanitaires, une vingtaine d'artisans santonniers ont répondu présents. Cette période de l'année représente pour eux 80% de leur chiffre d'affaires. À l'origine du santon gilet jaune, c'est rassuré que Titus retrouve sa clientèle. Si on ne faisait pas la foire, c'était, on va pas dire la clé sur la porte, mais pas loin, quoi. Ah, mais c'est vrai, ça a très bien démarré. On a été pris d'assaut. D'ailleurs, quand ils ont ouvert ce matin, on voyait la foule devant, quoi. On aurait dit qu'ils allaient au stade. Ravi? Ouais, comme le ravi. Dans les stands, paysages provençaux et santons traditionnels se côtoient. À Marseille, la magie de Noël s'installe peu à peu, pour égayer les yeux des plus petits comme des plus grands. Et pour conclure les propos de Lucas, la foire au santon est à retrouver sur les quais du Vieux-Port jusqu'au 3 janvier 2021. On reste dans le monde de Noël et du santon. On va d'ailleurs vous plonger dans l'univers d'un santonnier dans la capitale du santon, à Aubagne. Nous avons rencontré Stéphane Campana. Il exerce ce métier par passion et pour perpétuer les traditions provençales. Découverte avec Lucas Brousse. Qui dit Noël en Provence, dit santon. En provençal, santoun, le petit saint. Ils sont placés dans la crèche pour représenter la nativité. Côté fabrication, il reste environ 200 santonniers dans la région. Portrait avec Stéphane Campana, santonnier depuis 1998. Mon histoire, c'est la passion. La passion, parce que depuis tout petit, je dessine, je peins, j'aime tout ce qui est artistique. Et un jour, j'ai tout arrêté parce que ça ne me convenait pas pour faire ce qui me plaisait. Et je me suis mis à la sculpture et ça a fonctionné, donc j'ai dit, je vais faire santonnier. Détenteur d'un BTS comptabilité, il décide de tout plaquer et ouvre son propre atelier de santon. Stéphane Campana est l'un des derniers maîtres santonniers à travailler les santons habillés. Ses figurines de 30 cm sont plus vraies que nature. Les détails, les traits du visage sont sculptés à la main à l'aide d'outils de dentiste. Stéphane Campana est le seul santonnier à travailler les petits personnages à l'aide de photos. D'ailleurs, une réalisation en particulier l'a marqué. Celui où j'étais très content du résultat, c'est que j'ai fait mon grand-père. Mon grand-père, quand j'ai fait celui-là, et en plus qu'il ressemblait vraiment bien, quoi. J'étais surpris moi-même par ça, quoi. Et quand j'ai eu ma mère, la larme à l'œil, revoir son père, 100 ans, ça fait bizarre. Son travail d'orfèvre lui a permis de collaborer avec certaines associations qui aujourd'hui lui font confiance. Alors, d'abord le côté relationnel que nous avons, et puis, vous voyez, il y a plein de propositions dans ces articles, avec la possibilité d'avoir des kits pour monter sa petite maison, etc. Tout ça, ça permet à chaque personne qui rentre dans le circuit passionné et passionnant de la création des santons, ça permet d'agrandir petit à petit, sans pour cela être obligé d'acheter tout un ensemble complet. Ça fait partie de toute une vie. Depuis le 28 novembre, la boutique a pu rouvrir comme tous les commerces. Une période compliquée pour Stéphane Campana. Son chiffre d'affaires a été divisé par 2. Malgré tout, les clients, eux, sont au rendez-vous. Le nombre d'appels que j'ai eu, de messages. Les gens m'ont dit, ne prenez pas confiance, on vous aide, on va vous commander sur Internet. C'est vraiment beau, quoi. Ça fait chaud au cœur, quoi. Je me dis, je ne fais pas un métier qui compte pas, quoi. Je fais un métier qui plaît aux gens et dont les gens ont vraiment de la valeur envers nous. Et
ça fait plaisir. Je peux vous envoyer, vous expédier les santons que vous voulez, jusqu'en Corse, c'est pas un problème. Stéphane Campana exporte également ses créations en France, mais aussi aux États-Unis et en Belgique. Pour respecter le protocole sanitaire, sa boutique peut accueillir jusqu'à 3 personnes. Les clients peuvent également passer commande sur le site internet et venir la récupérer en magasin. Avant de retrouver votre chronique sport, vous en avez maintenant l'habitude, arrêtons-nous quelques instants sur Chloé Casalin. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cette jeune aubagnaise disputera ce vendredi son premier championnat d'Europe de taekwondo. Lucas Brousse et Romuald Vinas l'ont rencontré 2 jours avant son départ à Sarajevo. Si vous rentrez dans la distance, vous vous faites toucher la tête. Chloé Casalin vit un rêve éveillé, à tout juste 20 ans. Pour son premier rendez-vous à l'Euro chez les seniors en catégorie olympique, l'Aubagnaise est déterminée. Je me sens en forme parce que je me suis bien entraînée, donc ça devrait aller. Raisonnablement, j'aimerais passer quelques tours, ce serait pas mal déjà. Ce serait de l'expérience en plus. Et pourquoi pas avoir une médaille, hein. Ce serait le mieux. Ils m'ont dit qu'ils avaient un super bon retour par rapport à Chloé. Donc ils sont confiants pour elle. Son entraîneur Fabrice Allègre lui fait confiance. Il voit loin, le plus loin possible. Si elle fait le mieux possible, il y a 15 ou 18 filles qu'elle doit pouvoir battre. C'est comme la famille, la petite. Les athlètes championnes de France en titre senior, je crois qu'on n'en a pas eu depuis 15 ans. Donc ça représente, niveau sportif, quelque chose d'énorme pour le club. L'élève de l'école taekwondo au Bagnalo a commencé à enfiler sa première tenue à l'âge de 6 ans. Celle qui a surpris l'INSEP pour son assiduité et son talent tentera un coup d'éclat à Sarajevo. À quelques heures de son départ, Chloé attend beaucoup de ce championnat. Je pense qu'il me manque vraiment cette expérience à l'international. De m'entraîner avec l'équipe de France, déjà, ça va me faire progresser. Et surtout d'avoir des résultats, je pense que ça serait quelque chose, ouais, de la confiance en soi. L'étudiante en comptabilité se voit rejoindre Thomas Engel au palmarès des médaillés européens issus du club. J'essaie de pas trop me mettre la pression, on va dire. Mais bon, si on veut réussir, il faut quand même avoir la pression. En attendant de savoir si Chloé Casalin brillera chez les moins de 49 kilos, son coach qui l'accompagne depuis le début n'est pas prêt de la lâcher, comme un père pour sa fille. Très belle découverte grâce à Lucas Brousse et Romuald Vinas. Passons maintenant à notre chronique sport. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre célébrissime journaliste sportif. Vous en avez maintenant l'habitude, Paul-Roch Bruneton. Dernière journée de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille qui se déplace à Manchester City. Paul-Roch, les Marseillais peuvent-ils croire à une qualification en Europa League ? Et oui Enzo, ça fait du bien de revoir l'OM jouer quelque chose en Ligue des Champions. Bon, c'est pas la qualification pour le 8e de finale, je ne vous apprends rien, mais pour le renversement en Europa League, pour cela il faudra finir 3e de leur groupe et il faudra donc ne pas perdre contre Manchester City. Je vous rappelle que le match est en Angleterre. Dans le même temps, il faut que l'Olympiakos, eux, perdent. Dans le cas où les Grecs font match nul, il faudra que l'OM gagne. Si l'Olympiakos gagne face à Porto, c'est plié, l'OM sera dernier de son groupe. Donc en clair, il faudra faire mieux que l'Olympiakos dans les 2 matchs différents. D'ailleurs, Paul-Roch, dans les 2 11 de départ, quelques petites surprises sont à prévoir. A priori, Enzo, Villas-Boas a hésité, il hésite sans doute encore. On n'est pas à l'abri de grosses surprises de dernière minute en effet. Mais une seule chose est sûre, c'est que Jordan Amavi est forfait pour ce soir. Il sera remplacé par Nagatomo sur le côté gauche de la défense. Pour le reste, selon les dernières infos des grands médias sportifs français, pas de gros changements à l'horizon, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, et comme Villas-Boas l'a répété en conférence de presse, Manchester City ne fera pas de cadeau à cet OM qui joue sa survie dans les compétitions européennes. Le seul point d'hésitation pour Villas-Boas, c'était le calendrier, parce que je vous rappelle qu'il reste 5 matchs de Ligue 1 avant la trêve, et il craint d'éventuelles blessures d'ici là. Mais a priori, le 4-3-3 cher à Villas-Boas devrait être reconduit sans grand changement dans le 11 de départ. Passons au rugby maintenant. 2 semaines que Christophe Dominici nous a quittés. Paul-Roch, l'autopsie a livré des éléments importants.
Aucune trace d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments en haute dose dans le sang de l'ancienne élite de l'équipe de France, Enzo. C'est ce que révèle le rapport concernant les recherches de la cause de la mort de Christophe Dominici. Néanmoins, on apprend dans ce rapport révélé par le quotidien L'Équipe qu'il y a une faible dose de résidus de médicaments dans le sang de Dominici lié à un traitement dont il faisait sujet en raison d'un état dépressif. Un état dépressif lié aux cicatrices du passé non refermées, mais aussi, souvenez-vous, lié au projet de rachat du club de rugby de Béziers qui avait échoué cet été, dans lequel il s'était énormément investi. La thèse donc retenue pour l'instant, c'est une bouffée délirante, je cite, qu'il aurait pris à la veille de sa mort en raison d'un manque de sommeil. D'ailleurs, les deux clubs de Christophe Dominici, le Stade Français et le RC Toulon, se sont rencontrés le week-end dernier en top 14. En effet, Enzo, les deux clubs ont même rendu un fier hommage à Christophe Dominici, un portrait à la sortie du tunnel, des banderoles dans les tribunes notamment, et je rajouterai même que les deux clubs planchent en ce moment sur la création d'un trophée Christophe Dominici, qui serait remis à l'issue des confrontations entre le RC Toulon et le Stade Français. En tout cas, dimanche soir, on a assisté à un vrai match de rugby, un match ultra serré, qui s'est conclu par la victoire de Paris 24-23 grâce notamment au coup de pied de leur demi d'ouverture. Au classement, le Stade Français entre dans les 6 premiers d'un top 14 toujours dominé par La Rochelle. Le RCT lui en sort. Et pour terminer rapidement, la belle performance de l'équipe de France bis entre guillemets face au grand 15 de la Rose ne vous a sans doute pas échappé malgré la défaite en prolongation. Le trophée de l'Autumn Nation Cup revient donc aux Anglais, mais le trophée de meilleur joueur lui revient à un Français, à Brice Dulin, l'arrière du 15 de France, qui, si vous me le permettez, Enzo, de donner mon avis, a été très performant, même ultra performant lors de ses derniers rassemblements avec l'équipe de France, un peu comme beaucoup de ses compères depuis le début de l'année 2020. Merci Paul Roch pour toutes ces précisions. On te retrouve ce soir à partir de 23h15 sur le débrief du match Manchester City, Olympique de Marseille. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Un remerciement également à l'ensemble de la rédaction du MAG Marseillais pour avoir réalisé à mes côtés cette édition. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous publions des contenus sur YouTube. N'oubliez pas aussi notre site internet, le MAG Marseillais. Après une nouvelle mise à jour, il est désormais disponible. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. Mais avant, ce soir, retrouvez le débrief Manchester City, Olympique de Marseille, tout cela orchestré par le magnifique Emmanuel Vol. Et nous, on se retrouve bientôt sur le MAG Marseillais.